On l'a vu avec la conférence de Barbara, Alexandre Astier est un amateur de jeux, et de jeux de rôle entre autres. On trouve beaucoup de références à cela dans les épisodes de Camelot, que ce soit des séances de dungeon crawling où les aventuriers explorent les souterrains de catacombes, de cavernes, des mentions de créatures tout droit issues du bestiaire de Warhammer, avec des Skevens, et sans d'hommes rares, et plein d'autres références. Avec un auteur aussi porté sur le jeu, on peut s'attendre à ce que certains de ces épisodes qui traitent justement du jeu aient un petit truc en plus. Ne traite pas simplement, ne montre pas simplement un jeu, mais nous permettent de tenir un discours sur ces jeux. Moi, ce que je propose de faire avec vous lors de cette conférence, c'est de prendre 3 épisodes de Camelot et de les donner, si on veut, à des théoriciens du jeu pour voir qu'est-ce qu'ils en font. Est-ce que les jeux présentés dans ces épisodes correspondent aux théories que ces auteurs sur le jeu ont développées. Ces épisodes, ça va être Perceval et le contre-sirop, on va le voir après, rassurez-vous, le jeu du caillou et le monde d'Arthur. Donc, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ces 3 épisodes dans un second temps, et vous verrez qu'il y a un petit peu de variété, des continuités, bref. Commençons donc par le premier. Et là, est-ce que ça marche? C'est mieux. Mais si vous allez vous mettre à une table? Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Ça m'est égal. Ah, votre table est propre, je viens de remettre une bûche au feu. Vous allez être comme des œufs engelés là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis pour. Oui, allez, de temps en temps, faut prendre le taureau dans les cornes. On va peut-être rentrer, non? Allez, est-ce qu'il serait partant pour un cul de chouette? Ah, ça se refuse pas. Chouette, c'est le jeu de l'autre fois avec Kéline. Allez, un peu de détente, bon Dieu, on n'est pas des chevaux de près. Je me souviens plus, on jouait avec les règles à l'Aquitaine. Oh bah, moi ça m'est égal, c'est le seigneur Perceval qui choisit. Ah bon? Suivant comme vous avez l'habitude. Qu'est-ce que vous préférez mieux? Ce que je préférerais, ce serait qu'on joue un jeu de chez moi. Moi j'ai rien contre. Moi j'avoue que les jeux du Pays de Galles, j'en connais pas des masses. Le plus facile à apprendre, c'est le sirop. Le sirop? Enfin, avec des règles simplifiées. Les règles originales, elles sont velues. Bon, le truc, c'est que normalement, ça joue à 3. Enfin, c'est bon, on va se démerder. Le principe, c'est de faire des valeurs. Donc là, mettons des 3, il y a 3 valeurs à distribuer. C'est hyper facile. On va dire sirop de 8, sirop de 14, sirop de 21. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous entendez exactement par sirop? Non, mais vous occupez pas des sirops tout de suite. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est des valeurs. Si vous lancez une valeur en début de tour, mettons un sirop de 8, pour commencer petit. Les autres ont le choix entre laisser filer la mise ou relancer un sirop de 14. Mais dans quel sens on tourne? Dans le sens des valeurs. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système des valeurs, après ça va tout seul. Oui, mais je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien, parce que là, j'arrive pas bien à m'en présenter. Bon, alors mettons que j'ouvre avec un sirop de 8. Si c'est vous qui avez siroté au tour d'avant, ça tourne dans votre sens. Soit vous laissez filer, vous dites fixe sirop, soit vous sentez de relancer et vous annoncez un sirop de 14. Vous, comme on a commencé les annonces, vous n'avez pas le droit de laisser filer. Vous pouvez soit relancer avec un sirop de 21, soit vous abandonnez le tour et vous dites couche sirop ou sirop jadot, ça dépend des régions. Et après, soit on fait la partie, soit je fais un contre sirop, boum. Et à partir de là, sirop de pomme sur 21, donc on fait la partie en 4 tours jusqu'à ce qu'il y en ait un qui sirote. À la gagne, il n'y a que 3 possibilités. Soit vous faites votre sirop de 8 et vous dites beau sirop et on recompte. Soit vous faites votre sirop de 14 et vous dites beau sirop, sirop gagnant et on vous rajoute la moitié. Soit vous faites votre sirop de 21 et vous dites beau sirop, mi-sirop, siroté, gagne sirop, sirop golo, passe montagne, sirop bonbon. Oui. Moi, je pense qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien. Raison, simplifier. Même simplifier, j'y arrive pas encore bien à m'en présenter. Sinon, moi j'aime bien les règles originales, mais c'est trop compliqué. Les gens, ils ont envie de faire une petite partie pour se détendre. S'il faut passer 3 heures à apprendre les règles.
sais qui commence? Pour le premier tour, ça n'a pas d'importance. Bon, bah, je me lance. Ah non, 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 mais ça joue pas avec des dés, ça joue avec des cartes. Ah non, bah, moi j'en ai pas des cartes. Ah merde. Ça fait rien, on va essayer avec les dés. De toute façon, ce qui compte, c'est les valeurs. Alors, en effet, on comprend rien. Néanmoins, c'est compréhensible. Si Perceval avait commencé par expliquer que c'était avec des cartes que ça se jouait, on arrive encore à décoder les choses. C'est comme il dit, l'important c'est les valeurs. Finalement, le sirop, c'est simplement des... on a certaines cartes en main qu'on additionne pour faire une certaine valeur, 8, 14, 21. Et c'est une sorte de jeu de pari, si vous voulez. Mais bref, cette séquence, on la prend, on la donne à nos théoriciens, et qu'est-ce qu'ils nous racontent? Déjà, j'en ai choisi 3, parmi d'autres. Je vais vous parler de Huizinga, je vais vous parler de Kailua, et je vais aussi vous parler de Kaira. Ce n'est pas la même chose que Kailua, attention. Bref, Huizinga, c'est il est considéré comme pionnier dans la théorie du jeu. Quand quelqu'un qui vous parle de jeu et qui peut faire une définition, il y a 98% de chances qu'il vous cite ce bonhomme. Parce qu'en effet, dans Homo Ludens, il a défini 6 caractéristiques pour ce qu'est un jeu. Il nous dit que le jeu est libre. Si vous forcez quelqu'un à jouer, il est en train de jouer. Le jeu est hors de la vie courante. Lorsque vous jouez, c'est pas dans quelque chose qui est pas le quotidien, c'est un truc un peu spécial. Il est aussi gratuit, pas dans le sens où il ne faut pas payer pour le faire, mais dans le sens où les bénéfices que vous apporte le jeu ne sont valables que dans le cercle du jeu lui-même. Là, on peut lui reprocher quelques trucs avec les jeux genre Paris ou des choses comme ça, justement, mais bref, le jeu est temporellement et spatialement distinct, ils sont spatialement et temporellement distincts, dans le sens que ça commence à un moment, ça s'arrête à un moment, et dans un espace qui est bien défini. Et ce terme de cercle magique, qui revient pas mal quand on évoque Huizinga, fait justement référence à ça. Le jeu est réglé, parce qu'il y a des règles qui permettent son bon fonctionnement, et le jeu est mystère, est masque. C'est-à-dire qu'on se cache derrière un masque, on peut être autre, et il y a ce petit côté d'être initié pour comprendre un jeu. Par exemple, comme vous avez tous compris comme on joue au sirop, vous êtes à présent initié à ce jeu. Pour des gens qui regardent la vidéo pour la première fois, ils n'ont pas fait le pas dans ce mystère. On va y revenir, ne vous inquiétez pas, je balance ça comme ça rapidement. Mais... Bref, on a Kailua. Donc Kailua, c'est un autre aussi grand bonhomme de la théorie des jeux. Il a fait toute une typologie de comment est-ce qu'on peut trier un jeu, si ça nous donne du vertige, si on doit faire preuve de dextérité ou que sais-je. Et nous, ce qu'on va retenir de lui, c'est simplement une échelle qui fait... il dit que les jeux peuvent être classés selon le côté ludus et le côté paidia. Ça veut dire que ludus, c'est tout ce qui est règles, bien organisé, jeu d'adultes et de culture. Et paidia, c'est au contraire la turbulence, le côté jeu d'enfant sans règles. Et finalement, on a l'apport de Kaira. Donc lui, c'est un grand bonhomme selon moi, mais c'est moins classique que les deux que je viens de présenter là. Mais Kaira, quand il parle de fiction, c'est un auteur qui s'est beaucoup intéressé au jeu de rôle aussi du côté sociologique. Et lui, quand il parle de fiction, il a dressé aussi un petit axe très intéressant. Il dit que pour lui, une fiction peut être placée sur un pôle qui va du pôle mimétique au pôle axiomatique. J'ai l'impression d'être Perceval en train d'expliquer un jeu. C'est très simple. Par exemple, pour regarder vous allez au Louvre, pour regarder la Joconde, c'est une fiction mimétique parce que ça représente quelque chose. Je simplifie. Par contre,
si vous êtes face à un problème d'algèbre, ou si vous jouez au YAS, par exemple, si vous jouez au YAS, vous êtes face à une fiction axiomatique, donc qui repose plutôt sur des règles. Il n'y a pas besoin de mimésis pour que ça fonctionne. Donc il y a une notion très large de la fiction, on ne va pas revenir là-dessus dans le cadre de cette conférence, sinon on n'en finit pas. Et du coup, j'ai fait un joli tableau de bord, avec du coup Ludus, tout ce qui est réglé, pas idéal à la turbulence. De l'autre côté, le pôle représentation, le pôle axiome, donc le YAS, et puis une petite catégorie de Huizinga. Et si on place notre épisode de Perceval et de Contre-Sirop, oui, voilà, je me suis amusé avec les curseurs, hein, et ben, on voit que ça marche. Enfin, mes trois auteurs sont tout contents. Selon Huizinga, ça marche. Ce Contre-Sirop, le sirop est un jeu. Avec un côté plutôt loose, parce qu'on voit que les règles sont super importantes, comme pour tous les jeux de cartes ou autres. Ça doit être réglé dans cet ordre qui est très précis. On ne se met pas tout d'un coup à jouer avec les cartes en les balançant partout. Et je le trouve pas très mimétique comme jeu. Je crois qu'on pourrait dire qu'avec un jeu, si c'est avec un jeu de cartes et qu'on met l'accent sur les figures, sur le roi, le valet, ça pourrait l'être, mais pas trop. À noter que ça va poser une question quand même. Est-ce qu'un jeu, un jouable ou un jouet dans le cadre, parce que vous remarquerez qu'Alexandre Astier a mis un point d'honneur à ce que le jeu ne soit pas joué dans la vidéo, mais on a juste l'échec de l'explication de celui-ci. Bref, est-ce que ce jeu reste un jeu? Ben, j'ai l'impression que oui, quand même, enfin, même si techniquement il est injouable, mais la complexité des règles, c'est pas la complexité des règles qui rend injouable, parce que c'est simplement mal expliqué. Si je vous prends un exemple, par exemple Donjons et Dragons, et que je vous mets à l'expliquer comme le ferait Perceval, bah, c'est très simple. Vous êtes un tieflin sorcier de niveau 0, tu lances 3d8, tes points de vie, et tu notes que tu as 3d8 par repos long, pas par repos court, attention, ça c'est autre chose. Tes sorts, tu les recharges à chaque niveau, sauf quand tu es niveau 1, et là, il faudrait être multiclassé en traite pour pouvoir les recharger au niveau du repos court. Et là, on parle même pas du combat. Mais... Et encore, même Donjons et Dragons, dans l'explication des règles, si on fait ça de manière pédagogique, c'est tout à fait compréhensible. On a fait ça même avec des enfants, ça fonctionne. Bref. Et là, je vois une petite référence où il y a des fans, enfin, 2005, ça date quand même, mais c'est un peu contemporain de la série. Il y a des fans qui ont fait les règles. Et justement, c'est intéressant d'aller consulter ces règles, puis de revoir l'épisode, parce que d'un coup, ça me semble beaucoup moins absurde. Donc, le sirop est jouable. Je vais passer au jeu suivant. Seigneur Caradoc, mais qu'est-ce que vous fabriquez là? Vous connaissez pas le jeu du caillou? Vous croyez que c'est malin de faire ça? C'est sûr, je préférerais jouer aux quilles. Mais mon frère, le jeu du caillou, il n'y a que ça qu'il comprend. Vous croyez qu'il serait content, Arthur, de pouvoir vous tourner les pouces? Ça va, je m'occupe de mon frère. Caradoc, il s'occupe, mais c'est pas ma tâton. Et vous n'avez pas quelque chose de plus intelligent à les faire faire, votre frère? Mais il ne peut pas les faire, les choses intelligentes. Hier, je l'ai emmené au poulailler, il a tué 2 poules avec une bassine. Elle est où la poulette? Si vous croyez que c'est facile. Mais qu'est-ce qu'il fait là, votre frère, d'abord? Il n'y a pas un chez lui? Chez ma tante, elle me l'a collé dans les pattes. Les pattes de canard. Il crève.
D'ailleurs, si vous pouvez me remplacer le temps que j'aille pisser. Quoi? Mais vous savez pas bien, non? Et je peux pas le laisser tout seul, il va attaquer quelqu'un. Mais qu'est-ce que j'en ai affiche de vos histoires? Il faut juste faire attention qu'il vous lance pas le caillou dans la tête. Ça fait un point pour moi, là. Un cadoc. De quoi? De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Poulet à la poulette. Vous jouez plus? Un cadoc. Qu'est-ce que vous chantez, bon sang? Il dit que c'est à lui de jouer. C'est lui, il s'appelle Cadoc. Un cadoc. Ah ben mon vieux, c'est pas simple. Alors, faut pas essayer de parler quand je suis pas là, ça a un coup à piquer une crise de nerfs. Allez, jouez. Très bien. Ah, il s'en sort pas mal. Il a toujours été doué avec ses mains. Chez ma tante, il paraît qu'il a fait une reproduction de la ferme, tout en bouse et en petits bouts de bois. Un peu loin. Qu'est-ce que vous faites? Et quoi, c'est pas bon? Vous restez jouer? Bah oui, maintenant qu'on a commencé. Allez. Ah zut, j'ai pris un caillou trop léger. Mais qu'est-ce que vous foutez? Si, après rien. Ça m'étonnerait. C'est depuis une heure que je trapahute dans les étages pour vous trouver. On joue au jeu du caillou. Quoi? Moi, j'ai juste surveillé le frère de Caradoc pour lui permettre d'aller uriner. Où elle est la poulette? Oh, mais arrêtez de discutailler 5 minutes, j'arrive pas à me concentrer. Allez, mais ça joue vite, ça, sire. Faut y aller un peu à l'instinct aussi, hein. Mais reculez votre pied, vous gagnez bien, c'est sur la ligne. Voilà. C'est pas de topo. J'ai hâte que ma tante vienne me chercher. Attends, Elle fait des flancs. est-ce qu'on pourrait savoir ce que c'est que ce chantier? Vous êtes là, vous? Oui, je suis là. Vous voyez le machin en face de vous avec un toit pointu? C'est une chapelle, un lieu de recueillement. Oui, bon bah ça va. Écoutez, on a eu un petit coup de sang. Sans blague. Et vous êtes obligé de venir hurler ici. Il ressemble à ta tante. C'est vrai, désolé, mais il y a quelque chose. Oh, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que ces cailloux? C'est la censure. Donc, ici, on a aussi un cas particulièrement intéressant, parce que dans le Perceval et le Contre Sirop, ben, il y avait deux personnages et le spectateur qui n'avaient pas accès aux règles, ou en tout cas les règles étaient cryptiques, et il faut bien s'accrocher pour les comprendre. Et ça fait partie de l'humour qu'à la première vision, ben, on ne les ait pas. Ici, c'est uniquement le spectateur qui n'a pas accès aux règles. Là, il y a justement un petit jeu de la part de l'épisode qui fait que les personnages se prêtent directement à ce jeu-là, qui a l'air d'être une sorte de pétanque ou le jeu du caillou. Et nous, spectateurs, on voit simplement les gens en train de jouer sans savoir à quoi ou comment. Et du coup, il y a ce côté mystère qui revient. Et du coup, ça correspond aussi à nos 6 petits critères de Huizinga. Cette fois, à fond axiomatique aussi, parce que le caillou n'est pas en train de représenter une figure ou je ne sais quoi. Là, par contre, je l'ai descendu un petit peu au niveau du douche, parce que les règles qu'on peut interpréter de ce jeu ont l'air un petit peu moins complexes. Par contre, il y a un point super intéressant qui ne nous est pas montré par ce tableau dans cet épisode. C'est le moment où il y a Cadoc qui fait le mordu, mordu. Donc certes, ça montre que du coup, il y a bien des règles, mais ce qui est intéressant avec cette situation-là, c'est que Cadoc se permet de hurler sur le roi Arthur parce qu'il ne respecte pas les règles du jeu. Ce qui est vraiment typique d'un lieu qui est autre. S'il n'était pas dans le jeu, il ne pourrait pas se permettre de faire ça. On voit que c'est Cadoc, vous allez me dire. Mais, du coup, j'ai bien envie de rajouter un petit encart qui est cette égalité des chances. Alors que ce que vous jouez au jeu de loi, si votre adversaire lance 2 dés à 6 faces et vous que 1,
le jeu va être un peu parasité, il peut avoir envie de jouer. Néanmoins, Kaira est celui qui nous donne ça, vient avec un terme un petit peu plus sympathique, bien que plus obscur, qui est le principe d'interchangeabilité des places. Alors pourquoi ne pas garder égalité des chances, vous allez me dire, c'est que dans des jeux comme des jeux de rôle ou même certains jeux vidéo ou jeux de société, on peut avoir des manières de jouer qui sont asymétriques ou qui ne sont pas égales. Tout le monde ne commence pas avec les mêmes données de départ. Dans un jeu de rôle dans le B.A.B.A. de jeu de rôle, toi tu seras guerrier, donc tu peux taper fort mais tu ne peux pas trop parler aux gens. Toi tu seras le barde, c'est le contraire. Toi tu seras le mage, tu fais de la magie, mais il ne faut pas qu'on te touche. Mais il y a ce côté que en débutant une partie de jeu de rôle, on va avoir le même plaisir ou les mêmes chances, quelle que soit notre place, même si on n'a pas les mêmes possibilités d'action que les autres joueurs. Si vous voulez un autre exemple, si vous jouez à la roulette, vous pouvez prendre plus de risques, ce qui fait que vous n'avez pas les mêmes chances qu'un autre joueur, mais les gains seront meilleurs. J'en suis où? Ah oui. Alors là, je suis tout content parce que mon petit tableau de bord, il fonctionne bien. Avec ça, mon petit tableau de bord, il est donc suffisant pour reconnaître quand il y a jeu dans Camelot. Mais après, pour le plaisir, je me suis revu quelques épisodes, dont le sort de rage. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quand il y a bataille et que Merlin arrive pour lancer un sort qui enrage tous les guerriers. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le côté bataille. À savoir que dans ce cas-là, on a Arthur et les chevaliers de la table ronde qui dirigent un petit peu les troupes. Il y a d'autres épisodes sur ces batailles avec les gens qui font la signalétique, avec les drapeaux. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces épisodes-là, c'est que apparemment cette scène de bataille, elle correspond à mon petit tableau. Ça veut dire que si je donne cette scène à Huizinga, elle me dira oui, finalement, les chevaliers de la table ronde, ils sont un petit peu. Ils auraient pu pas prendre part à cette tactique militaire. Et quelque part, c'est dans un temps et un lieu défini, la bataille commence, la bataille finit, dans un lieu dit, avec des règles bien précises qui sont différentes des règles de la vie courante. Il y a ce côté mystère, parce que avec les drapeaux, si quelqu'un qui n'est pas initié voit ça, se dit qu'est-ce que c'est que cette chose? Gratuit, je ne l'ai pas mis parce que je me dis, si je fais une bataille, ça peut avoir des conséquences. Toi, dans Camelot, ils semblent un peu tous faire toutes les batailles, mais ça ne va pas être de conséquences. Et encore, le côté gratuit pour Huizinga, c'était que ça n'a pas de conséquences en dehors du cercle du jeu. Si on considère la bataille, ou plutôt l'univers dans lequel se déroule la bataille, comme le lieu du jeu, là ça n'aura pas de conséquences en dehors non plus. En dehors de cet univers-là, qui est notre actualité à nous. Ce qui fait que j'étais un petit peu embêté et comment est-ce que je fais pour reconnaître du jeu? Parce que bon là, j'ai pris un exemple de Camelot, il y avait que c'est bien plus problématique. Avec les critères de Huizinga, si je prends un mariage, ou si je prends une messe, je devrais dire qu'ils sont en train de jouer. Or, avec tout le respect que je peux avoir avec les amis théologiens, quand quelqu'un donne une messe, c'est pas du jeu. Ça serait une hérésie si c'est du jeu. Ça serait un blasphème si c'est du jeu. Du coup, je suis obligé de convoquer un ultime théoricien du jeu qui s'appelle Ambryo, qui lui, justement, vient un petit peu déconstruire l'approche très structurelle qu'apporte Huizinga et compagnie, en disant ce qui compte finalement, c'est que la personne qui joue ait conscience d'être en train de jouer et qu'elle ait conscience de la distance qui la sépare de l'objet de son jeu. Je vais faire un petit schéma. Voilà. C'est comme deux pièces qui jouent
entre elles, si vous voulez. Si c'est trop loin, il n'y a pas de jeu. Et dans le cas du sirop, on ne comprend pas les règles. Nous, en tant que spectateur, on ne joue pas. Caradoc n'est pas en train de jouer puisqu'il ne comprend pas les règles. Et dans le cas et si on est trop proche, dit Henriot, on est aliéné parce qu'on n'a plus conscience qu'on joue, on pense que c'est notre actualité, notre réalité. Et du coup, avec cette dimension de distance, ça marche. Je peux réussir à différencier le jeu de ce qui ne l'est pas. Tout rassuré, j'attire votre attention sur le dernier épisode de cette présentation. Je vais commencer à partir d'un certain moment. Vous allez emporter vos petits pains. Viens, voilà ma cheval. Heureusement. Mais ici, on est face à une sorte de jeu d'enfant. Caillois nous dirait qu'on est plus du côté de la païdia, qu'il n'y a pas de règles. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis ici. Mais, moi je pense quand même que dans cette scène-là, qui est un cas très typique, qui reste du jeu et qui est un jeu différent de ce qu'on a vu, c'est pour ça que je vous le montre. C'est difficile à dire s'il y a des règles ou pas, parce qu'Arthur joue seul. Du coup, il n'y a pas de négociation visible avec d'autres instances, d'autres joueurs, qui ont du coup ces règles explicites. Je pense qu'il y a néanmoins un système, donc une sorte de règle, dans le sens où l'entend Coralie David, à savoir un système qui est un moyen pour le joueur d'interagir avec son univers fictionnel. Allô? En gros, si vous jouez au Monopoly, le système, ça peut être les jets de dés. Parce que c'est grâce aux jets de dés que votre pion interagit sur le plateau, peut se déplacer. Et aussi, votre choix d'acheter ou non une propriété, ça fait partie du système parce que ça vous permet d'agir avec la fiction. Dans le cas d'un jeu de rôle, donc c'est à la Donjons et Dragons et compagnie, c'est aussi très présent. Chaque même décision des joueurs influe sur le monde fictionnel. Et ça fait partie du système. Donc je pense que dans cet épisode, il y a donc règles parce qu'il y a système, que même s'il ne l'explique pas, il y a une certaine cohérence. Arthur a toujours joué avec la nourriture ici, il n'aurait pas pu prendre autre chose pour ses personnages. Il y a cette cohérence-là, la même cohérence qui fait que si vous jouez avec votre petit-neveu au dinosaure et que vous arrivez avec un éléphant, il va vous dire non, ça n'appartient pas ici. Cette petite police diégétique qui veille est une preuve de l'existence de ce système aussi dans les cas-là. Dans des cas, voilà, on a vu un cas où justement on était selon ce pôle de la fiction,
ce monde d'Arthur est une fiction très mimétique, même si elle ne l'est pas complètement, parce qu'il est en interaction avec ce monde-là, et donc si on est en interaction, il est avec un système. Et si je me permets de baisser un petit peu le curseur, on arrive sur le jeu de rôle, qui est parfait pour la partie conclusive. Ah, je casse le micro en plus. Je le fais comme ça sera plus simple. Bref, parce que dans le jeu de rôle, le système n'est pas innocent. Il est porteur de sens. Et si on se questionne sur les adaptations d'univers, il faut se questionner sur la manière dont, déjà en amont, on permet aux joueurs d'interagir avec l'univers, avec le bloc fictionnel qu'on lui donne à jouer. Par exemple, là je vous ai rapidement pris deux cas de Keltia, un jeu de rôle arthurien de 2012, la Pendragon qui est un grand classique dans les jeux de rôle arthuriens, mais rien qu'en amont, les deux jeux de rôle n'ont pas la même volonté. Donc dans Keltia, l'image du Arthur inventé par les clercs chrétiens désireux de donner des leçons de morale, chevalier et compagnie, armure de la Renaissance, ça ne les intéresse pas. Eux, ils veulent un Arthur beaucoup plus celtique et, en tout cas, c'est d'après ce qu'ils disent, plus proche d'une réalité, d'une potentielle réalité historique. Alors que Pendragon, par l'héritage avec Mallory et Criton III, est clairement assumé et voulu. C'est vraiment ce qu'il cherche. Et de cette cohérence, de cet univers déjà différent, cela se ressent dans le système. Pour faire jouer Pendragon, on a ici, ça c'est ce qui définit un personnage de Pendragon. Vous faites une partie, vous êtes un joueur, vous recevez une feuille de personnage à remplir, et il y a plein de petits traits de personnalité, dont certains qui correspondent aux chevaliers courtois ou d'autres qui correspondent aux chevaliers chrétiens, qui vont moduler la manière de jouer, qui vont influencer le roleplay du joueur et qui peuvent parfois le punir ou le récompenser si c'est pas un bon chevalier selon les codes en vigueur. Cela peut aussi se faire. Ce système se fait aussi en aval. C'est une erreur de penser que le système n'est que dans le manuel de jeu de rôle. Il est aussi, et même surtout en aval, parce que les auteurs de jeux de rôle encouragent des fois à balancer le manuel si ça ne correspond pas à la partie. Et ça se retrouve avec des dispositifs anti-déraillement, comme les appellerait Kaira, où finalement les joueurs sont juges de ce qu'ils sont en train de jouer. S'ils voient que ça dérape, ils vont dire stop, ou ils vont ne pas en tenir compte, et du coup ça ne sera pas actualisé dans le récit. Par exemple, lors d'une partie que j'avais faite pour mon mémoire, je commençais en diffusant une musique sur mon ordinateur, et un des joueurs qui débute en disant « je coupe la tête du barde, c'est pas supportable ». Mais évidemment que juste après on a enchaîné la partie sans même tenir compte de ça. Tacitement, il n'y a même pas besoin de préciser, parce que ce système était dans la tête de chacun, que évidemment il ne pouvait pas faire ça pour de vrai, entre guillemets. Ça peut être aussi, ce système en aval peut être aussi des preuves de fidélité, des choses qu'on garde par rapport à la légende arthurienne. Là, je ne vais pas vous la lire en entier, mais on a un cas où le meneur de jeu a mis en place un don contraignant d'une demoiselle envers un autre personnage. Et ça, c'est pas du tout prévu par le manuel. Ça a été fait lors de la partie, sur l'initiative du meneur de jeu. Finalement, du coup, je conclus en disant que le jeu de rôle est essentiel
comme laboratoire pour étudier la manière dont se représente la matière de Bretagne ou le Moyen-Âge aussi en général, et cela de deux manières. Dans le cadre de la partie, parce que ce qui est repris, rejeté, créé par les joueurs qui cherchent à faire arthurien ou qui cherchent à être cohérent avec un Moyen-Âge qui se présente est super intéressant à observer. Et aussi dans le cadre du manuel de jeu, parce qu'on peut se demander comment le bloc fictionnel est déconstruit et remodelé pour correspondre aux exigences de son nouveau support qui est le jeu de rôle. Quel est cet effet de l'adaptation? Et je pense que c'est une question qui est tout à fait pertinente de se poser aussi pour Kaamelott, parce qu'il y a aussi ce travail de transposition qui a été fait. Merci beaucoup.